Donc de partager mon expérience en tant que responsable des démarches collaboratives et de l'innovation à la Banque Postale. C'est un poste que j'ai occupé pendant presque 4 ans et pour lequel j'ai animé un collectif de facilitateurs internes. Donc si vous êtes trompé de conférence, il est encore temps de changer. Sinon, restez bien sûr connectés dans ce salon vert. Juste peut-être quelques précisions pratico-pratiques, le temps que mon support, se charge. La conférence est enregistrée. Elle sera donc, mise en ligne sur YouTube. Je sais que l'équipe de l'AFD vous donnera toutes les précisions pour voir ou revoir cette conférence. Ce que je vous propose aussi, c'est d'exposer mon expérience et de nous dédier à minima 20 minutes, voire 30 si j'y arrive, pour les échanges. Vous avez d'ailleurs la possibilité de poser vos questions, dans le fil, commentaires, donc n'hésitez pas. Je prendrai connaissance du coup de vos posts à la fin de mon intervention. Et enfin, je vous propose de partager un PowerPoint, ou en tout cas un PDF, qui va accompagner mon discours. D'abord pour une question dynamique, hein, le support sera mon fil rouge tout au long de mon intervention, et aussi parce que j'en profiterai pour vous partager quelques photos, histoire de rendre l'expérience un peu plus concrète. Donc, je suis quasiment à la fin de mon téléchargement, donc c'est juste l'histoire de quelques secondes. Pour que je puisse vous le partager. Voilà, ça charge, ça charge. Parfois, la connexion est un peu lente, mais on est quasiment au bout. Donc, j'en profite pour voir aussi les commentaires. N'hésitez pas à vous connecter pour pouvoir poser les questions. On est quasiment au bout du bout. Voilà, c'est juste l'histoire de quelques secondes. Ce que je peux vous dire en attendant, c'est que pour démarrer, mon intervention est un retour d'expérience. C'est donc propre à ma situation, à mon ancienne organisation. Elle ne vaut peut-être pas forcément, mais ça veut dire aussi que certaines actions peuvent évidemment être prises, testées dans d'autres structures, et puis pour d'autres, ça sera peut-être moins évident, même si globalement, il y a quand même des faits, des évidences, et j'y reviendrai notamment, en conclusion. Voilà, donc le téléchargement, c'est fait. Donc je vous demande juste un peu de patience pour que le visuel s'affiche sur vos écrans. Voilà. Normalement, on devrait être bon. C'est parfait. Donc là, c'est, APIC Collaboration, qui est le nom de ma structure. C'est agir pour, l'innovation collaborative, et donc mon métier aujourd'hui, c'est bien facilitatrice en intelligence collective. C'est ce que je faisais également sur, mon poste précédent, et c'est ce que je vais vous présenter, maintenant. Hop. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un retour d'expérience. Donc c'est ce que j'ai vécu moi pendant, mes quasiment 4 années au sein de la Banque Postale. Pas de recette miracle, et juste une petite précision également, toutes les images que je vais présenter dans ce support, ont été préalablement publiées, sur mon compte LinkedIn lorsque j'étais salariée de la Banque Postale, donc il n'y a pas de souci, au niveau de du partage. Juste pour dire que, en aucun cas, je ne parlerai des aspects propres à la banque, et je ne dévoile, voilà, que les informations qui concernent le métier en tant que tel. Pour commencer mon retour d'expérience, c'est important que je pose le contexte. D'abord par rapport à mon employeur qui était la Banque Postale. Je pense que vous connaissez, la structure, mais juste pour rappeler en quelques mots, c'est une banque aux missions de service public. À l'époque, donc j'y travaille à Bordeaux, pour un centre financier, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un site opérationnel qui emploie environ 850 salariés. Il en existe une vingtaine, de sites en France, chacun avec des spécificités en termes d'activité. Le site, pour lequel je suis, rattachée, est avant tout consacré à la relation client à distance, et quelques activités spécialisées, notamment, le crédit immobilier. Il y a évidemment aussi la présence des services supports, notamment la DRH et la direction de la transformation, à laquelle je suis rattachée.
Mes bureaux sont situés sur un site multi-occupants, parce que la Banque Postale, vous le savez, est la filiale du groupe La Poste et donc sur ce site, on partage, du coup, nos bureaux avec d'autres entités du groupe La Poste et au total, ça représente à peu près 2 000 salariés. Donc voilà pour le côté, banque postale et puis moi, donc ici présente, donc moi je suis Nathalie Petou, j'ai 42 ans, j'ai une première partie de carrière qui était dédiée vraiment à la communication, c'est ma formation, initiale. J'ai d'abord travaillé, en agence, et j'ai ensuite intégré l'annonceur La Poste en 2007 et j'ai rejoint la Banque Postale en 2016 en tant que directrice de la communication pour ce centre financier de Bordeaux, et ensuite j'ai basculé sur, le métier de la facilitation. Donc ça, c'est le décor que je vous propose en fait de partager avant de démarrer. Mon expérience, je vous propose de vous la raconter sous la forme d'une histoire en 6 chapitres et un épilogue et à l'issue, je vous partagerai ce que je retiens finalement de cette expérience et du coup, on aura l'occasion, de partager et donc de poser des questions. Alors il faut savoir que le chapitre 1, voilà, c'est 2017. 2017, donc je suis, directrice de la communication et je manage une équipe de 4 personnes. De profondes transformations sont annoncées dans les services supports du groupe La Poste, y compris pour la filiale bancaire. Et mon manager, qui est donc directeur de la transformation, m'annonce que mon équipe opérationnelle va intégrer un service transverse et que je serai seule dans 1 an pour assurer la communication de notre entité. Que je ferai appel à terme à ce service transverse pour mes demandes d'accompagnement, mais j'avoue, qu'à l'époque, la nouvelle ne m'enchante pas. J'avais candidaté pour un poste de management et je prenais beaucoup de plaisir à collaborer, avec mon équipe. Et finalement, après plus de 15 ans dans la communication, j'ai commencé à me poser des questions, sur, tout simplement sur mon avenir professionnel et je demande à mon manager un accompagnement pour lancer une réflexion, autour de mon parcours pro. Je démarre des séances de co-développement avec le cabinet MBV, qui est dirigé par, Marina Belloin-Voland. Des séances qui vont durer plus de 6 mois et des réflexions vont émerger, vont mûrir autour de la créativité. En parallèle, la direction de la transformation du siège de la banque lance un appel à candidature pour des postes de coach lab. Il s'agit en fait d'animer des labs, sur des problématiques bancaires, en s'appuyant sur des méthodes qui sont issues du design thinking. Il s'agit d'une fonctionnalité et non pas d'un poste en tant que tel. Je candidate et je suis retenue. Je suis formée à la méthode et j'anime un premier lab. Mes échanges avec d'autres coachs de lab font que, j'ai ma consoeur de Nantes, qui est formée, par le cabinet nantais WorkLab sur les pratiques collaboratives et j'obtiens l'accord en fait pour suivre cette formation et je sors de cette formation avec une conviction forte, c'est que j'ai trouvé ma voie. J'ai véritablement vécu cette formation, comme une révélation et je reviens, au bureau gonflée à bloc. Voilà, c'est, la 1re étape en fait de mon expérience. Pour cela, je vous partage, une photo, ou en tout cas un montage photo, de mon expérience, lab. Le principe, je vous le donne en quelques mots, c'est que pendant 2 mois, un service ou une direction est invité d'abord à exposer, ses problèmes, ses contraintes, ce que nous avons appelé à l'époque, les cailloux dans la chaussure, des opérationnels, hein, donc des collaborateurs ou managers. De travailler ensuite en mode collaboratif pour trouver les causes racines et ensuite les solutions. De tester ces solutions et d'en refaire un retour d'expérience, toujours dans ce laps de temps des 2 mois. Et tout cela, en fait, s'opère dans un cadre, avec des sujets, des thèmes qui sont ouverts à la réflexion et d'autres qui ne le sont pas, comme par exemple les SI, la déontologie, donc raccrochée, à au métier de la banque, bien évidemment, ou certains sujets RH, sur lesquels on n'a pas, les moyens, d'agir. Les managers, eux, sont invités au lâcher prise et puis les collaborateurs sont, eux, invités à s'exprimer, à proposer, à expérimenter et finalement à grandir, notamment sur la question de l'autonomie. Donc voilà pour le premier chapitre. Deuxième chapitre,
Le siège avait lancé à l'époque, donc toujours, en 2017, un grand programme de transformation, managériale, qui consiste, et je fais un gros raccourci, de passer d'un management, plutôt hiérarchique, issu de l'héritage, de l'administration, à un management collaboratif. Des chantiers sont lancés en parallèle d'un grand plan de transformation. Donc ça, c'est pour le terrain, national. En local à Bordeaux, moi qui suis reboostée, à 200, je partage mon feedback à mon manager. J'avoue que j'ai une écoute très attentive, que j'ai un manager qui est très orienté collaboratif. Il est vraiment très appétent sur les sujets liés à l'innovation et il me dit: «Banco» pour que je lui fasse une proposition. La seule contrainte, c'est qu'on ne crée pas de poste. Donc je pars d'une feuille blanche et je formalise ma proposition. Je rédige notamment une note d'attention pour expliquer, l'intérêt, pour mon entité de lancer une activité autour du travail collaboratif. Je fais aussi une proposition de mission et j'obtiens une validation, et je commence à initier des premières actions autour d'ateliers. Alors, il faut dire que sur cette période, ça dure globalement 6 mois, puisque je pratique à la fois, la facilitation, mais en plus de mon job de directrice de la communication. Et au bout de 6 mois, je suis à 2 doigts de craquer et je négocie un temps plein. Les 2 étaient beaucoup trop lourds à porter au quotidien et en réalité, il s'agit finalement pour moi plutôt d'une reconversion. La contrainte de départ reste toujours d'actualité, c'est-à-dire qu'on ne fait pas plus un en termes d'effectifs. On finit par trouver un deal, c'est-à-dire un échange de poste à poste, hein. Je confie les clés de la direction de la communication à un collègue et en échange, ce collègue, me confie en fait son poste de chef de projet. Alors c'est une solution qui convient, notamment, à la RH. Donc sur le papier, je suis chef de projet. Dans la vraie vie, dans le quotidien, je suis responsable des démarches collaboratives. Pour cela, en fait, je rédige, ma propre fiche de poste. Donc je pars vraiment d'une feuille blanche qui est validée et dans la négociation, j'obtiens, plusieurs choses. La première, c'est l'animation fonctionnelle d'un collectif de facilitateurs, la formation des candidats qui seront retenus et un budget dédié à mon activité. Voilà, donc ça, c'est vraiment le premier pas, dans l'animation de ce collectif. Donc ce que je vous propose, c'est que je ne peux pas vous partager ma fiche de poste, voilà, parce que c'était quand même des choses qui sont liées à la RH et qui restent, du coup, propriété, de mon ancien employeur. Par contre, je voulais vous partager des visuels, qui est un visuel qui explique, en fait, le métier de facilitateur, qui a été conçu par, l'IAF, qui est l'Association internationale, des facilitateurs, qui a d'ailleurs une antenne, en France. Et qui, je trouve ce visuel, il est super bien conçu. Il explique, en l'occurrence, les 3 types de casquettes qu'on peut avoir quand on est facilitateur. L'architecte, donc quand on conçoit en fait, le métier. Le pilote, c'est quand on est dans l'animation des ateliers et aussi quelque part le guide parce qu'on a une posture de bienveillance, d'accueil en fait, du groupe. Et ce visuel, en fait, je l'ai intégré, moi, dans mon discours, dans ma note d'attention que j'ai, adressée à mon comité de direction, local et donc il m'a aidé en fait, à bien expliquer finalement, le métier et du coup, les enjeux qu'il y avait derrière. Le chapitre 3. Alors, je dois vous confier qu'à l'époque, j'étais un peu perçue par certains comme, un ovni, par d'autres comme une créative, parce que j'étais déjà issue du métier de la communication. D'autres m'ont considérée aussi comme une arriviste, même, comme un poil à gratter, comme quelqu'un qui aussi se fait plaisir, mais qui ne travaille pas comme les autres. Je dis cela parce que je rappelle que j'évolue dans un environnement de banquier, un environnement de travail qui est très orienté process, réglementation. On parle beaucoup de chiffres hein, et surtout de PNB. Mais peu importe, j'ai le soutien de mon manager et de ma directrice locale, qui sont finalement mes 2 sponsors. Avec mon manager, on décide de procéder à un recrutement alternatif pour la communauté de facilitateurs. Alors comment ça s'est passé? D'abord, on a décidé finalement d'acculturer en fait,
potentiellement les candidats sur, le métier de facilitateur. On a organisé pour cela, 2 réunions d'information pour expliquer, la facilitation, ce que c'est, le métier de facilitateur et finalement ce qu'on attend ou ce qu'on attendait, des candidats. L'étape suivante, ça a été de communiquer sur tous nos, canaux internes pour lancer un appel à candidature et les conditions, pour candidater étaient les suivantes: pas de CV, pas de lettre de motivation, juste une réponse originale pour expliquer ce que les candidats ont compris de la mission et pourquoi finalement ils candidataient. Donc sur les 850 collaborateurs, on a reçu, 20 candidatures, franchement très originales. Quelques exemples, on a reçu des dessins, une invitation à rencontrer la personne, donc c'était très, très original. Je précise, une invitation anonyme. On a reçu aussi, des vidéos et quelqu'un qui avait conçu un jeu de loi, consacré à la facilitation. Donc après la réception des candidatures, on décide d'organiser un jury avec une grille, en fait, de sélection sur base de quelques critères. Il y avait d'abord l'originalité de la candidature, la compréhension de la mission, le profil du candidat, le service, auquel il est rattaché. J'entends par là s'il est plutôt d'un métier opérationnel, au sens, je suis, vendeur, je suis, conseiller, ou s'il est issu d'un métier support et au final, on retient 10 candidats. 80 des candidats sont issus, des filières support. Il y a globalement une parité homme-femme et si je vous précise le pourcentage des métiers support et pourquoi finalement on a décidé de prendre ce parti pris, c'est parce qu'on savait qu'il serait plus difficile de détacher un collaborateur issu d'un métier opérationnel. D'abord parce que, il y a la pression du PNB, qui est réelle dans notre métier de la banque et aussi parce que la rémunération, des conseillers est basée, sur leur vente. Donc le temps qu'ils passent finalement sur la mission de facilitation, ils ne la passent pas sur ces ventes. Donc c'est une réalité métier que nous avons décidé de prendre en compte. Donc à l'issue de la validation des candidatures, j'ai tenu à formaliser leur mission en rédigeant une lettre tripartite qui a été co-signée entre moi, le facilitateur et son manager. Il faut savoir que les facilitateurs sont détachés 2 jours par mois pour m'accompagner à la fois sur les missions qui nous sont confiées, mais aussi pour être formés. Donc le temps de formation est inclus dans ces 2 jours par mois et également pour participer à nos rencontres collectives, puisque du coup, j'ai mis en place, un principe d'animation, fonctionnelle de cette communauté. L'étape suivante, ça a été la formation qui a été dispensée par le cabinet, Worklab, que donc l'ensemble du groupe a suivi et puis une autre formation avec, Tiana Castelnau, qui, nous a, donc formés à la facilitation graphique. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est, donc une facilitatrice, graphique notamment et qui est basée à Bordeaux. Et donc finalement ce cursus, hein, double formation, ça a été vraiment une condition sine qua non pour avoir finalement un socle commun. Nous avons ensuite très rapidement travaillé sur nos modalités de travail et on a brainstormé pour trouver notre identité et nous nous sommes appelés la tribu des facilitateurs. Voilà. Donc je vous la présente justement, cette tribu. Elle est ici. Donc on était une dizaine de collaborateurs, de collègues. On avait fait une séance photo pour la petite histoire et l'une des facilitatrices, en fait, a retravaillé, en fait, la photo de manière, graphique et c'est une personne qui avait une vraie appétence, en fait, pour le dessin et qui a été, vraiment notre, facilitatrice graphique de référence. Voilà. Donc ça, c'était notre collectif. Le chapitre 4. Donc à l'automne, 2017, on commence à prendre en charge nos premières missions. Plutôt en résolution de problèmes simples, donc sous la forme d'ateliers, des ateliers de créativité aussi et puis la commande de sketch notes. Voilà, beaucoup de travaux en facilitation graphique.
En parallèle, il faut savoir que j'ai procédé à beaucoup de veille. J'ai rencontré, j'ai échangé avec d'autres confrères et consoeurs, facilitateurs et toujours aussi en parallèle, j'ai mené des entretiens, ce que j'ai qualifié moi des entretiens stratégiques avec les directeurs de mon entité, pour identifier, à la fois leurs besoins en lien avec notre activité, leurs problématiques, leurs objectifs et on a ensuite lancé un gros chantier avec, la communauté sur notre offre de service. Heu, Notre souhait, c'était vraiment de pouvoir concilier à la fois les attentes de ce que j'ai qualifié moi de nos clients internes et finalement nos propres attentes ou souhaits. Donc comme je vous le disais sur la photo du collectif, il faut savoir que certains facilitateurs, se sont très rapidement démarqués sur la facilitation graphique et d'autres plutôt sur la conception et l'animation d'ateliers. Donc il fallait finalement, trouver, le juste milieu pour pouvoir à la fois donc, accueillir et accompagner, nos sponsors internes, nos clients internes et en même temps pouvoir, répondre, aux attentes et à l'appétence de chacun. Et au bout du bout, on a formalisé une offre de service autour de 3 activités. D'abord l'animation d'ateliers, ensuite la réalisation, de facilitation graphique et l'animation de formations. Alors je précise ce que c'est qu'une formation. C'est finalement un format assez court. Le principe, c'est 1 heure pour présenter un outil, une technique principalement destinée aux managers, pour, faciliter leur quotidien dans le management collaboratif et que, finalement cette technique ou cet outil soit facilement exploitable et réutilisable par le manager avec sa propre équipe. Donc voilà les 3 activités qu'on a voulu, et qu'on a, formalisées au travers de notre offre de service. Et puis, notre entité locale avait lancé un chantier pour une salle de créativité et comme parfois on se dit que toutes les étoiles sont vraiment bien alignées, on a saisi l'opportunité avec la tribu, pour être maître d'ouvrage en fait du projet et avec l'appui d'un cabinet d'architectes, on a pu du coup réaliser, une salle, qui soit, finalement, en tout cas qui réponde, aux besoins et à notre activité. On a profité de l'inauguration de cet espace pour communiquer, massivement sur notre tribu, sur l'offre de service, expliquer nos missions aux managers et aux chefs de projet et on a également invité, en parallèle, des externes, des partenaires, pour pouvoir échanger avec eux sur nos métiers. Donc à cette étape du projet, on peut dire que l'aventure démarre vraiment. On a le collectif, on a acquis un socle commun de compétences, on a un espace consacré à notre activité, on a un budget de fonctionnement qui nous permet d'être, outillés, que ce soit sur des livres, des fournitures, des équipements, notamment techniques et finalement, il nous manque plus que l'expérience et acquérir notre légitimité dans l'action. Donc là, une nouvelle fois, je vous présente quelques images. Là, en l'occurrence, il s'agit de notre, espace de créativité. Alors, il faut savoir que, c'est un espace, qui, était, d'environ, 70-80 m², donc plutôt une belle surface, qui pouvait accueillir, une vingtaine de participants. Un espace qui était modulable, et qui était vraiment géré par notre collectif. Aucune réunion dite classique n'y était organisée. C'était vraiment notre cheval de bataille, et pour cela, je me suis notamment inspirée, des précieux conseils de nos collègues, d'Orange, qui nous avaient fait visiter à l'époque leur espace de créativité et qui nous avaient alertés sur les, débordements qu'une telle salle peut provoquer, c'est-à-dire qu'elle se transforme, parfois en salle de café, en salle de détente, juste parce que l'espace est sympa et différent des autres. Donc je ne cache pas que le lobbying interne a été quand même, permanent, mais on a vraiment, réussi à conserver, cette exclusivité, pendant, voilà, pendant, une bonne période pendant 3 ans. Ce qui nous a permis, vraiment de l'utiliser finalement comme un outil de travail et c'est le discours, qu'on a tenu.
Faut juste quelques précisions. Dans cet espace, donc on a du mobilier, comme je le disais, mobile. On avait, 2 panneaux, 2 on va dire tableaux, Velleda de chaque, à chaque extrémité de la salle. On avait un tableau numérique et un écran, interactif, voilà, notamment. Chapitre 5. 2018 à 2020. Je peux légitimement affirmer que nous sommes lancés sur vraiment une vitesse de croisière. Les missions sont de plus en plus nombreuses et intéressantes. On fait nos preuves et on nous sollicite pour des sujets qui sont de plus en plus complexes. Même le siège à Paris, fait appel à nous. Les autres branches du groupe La Poste, donc qui sont basées à Bordeaux, ont également bénéficié de nos services. Je peux citer quelques exemples de projets, beaucoup de résolution de problèmes, liés à des problématiques de process, dans le traitement, d'un dossier, client, par exemple. Beaucoup d'accompagnement autour des plans d'action et puis je vais faire un zoom sur un sujet, qui a été vraiment, très porteur pour nous. Il s'agissait d'un projet de transformation, très sensible avec la fermeture d'un service. La directrice locale, nous confie la mission de lui proposer un dispositif pour ce sujet dont le dialogue social est vraiment tendu. Et pour ce sujet, on propose, de convier les partenaires sociaux à réfléchir avec la direction. Alors si le pari est osé, il faut savoir que le résultat a été à la hauteur de notre stress. Non seulement les actions proposées ont été co-construites, mais cette belle expérience a considérablement, amélioré la poursuite du dialogue social avec les organisations syndicales et cette initiative, elle a été saluée par le siège. L'essai a même été transformé 1 an plus tard, dans la suite, du projet. Donc ça a été vraiment un super coup de projecteur, parce que le sujet en tant que tel était, complexe et il y avait de vrais enjeux stratégiques, pour ce sujet. Je précise aussi que chaque mission, fait l'objet d'une communication pour valoriser nos actions et aussi pour, vulgariser le concept d'intelligence collective. Il faut le rendre accessible et finalement le rendre pragmatique. C'était un peu mon leitmotiv, pour cette communication. Et pour cela, j'ai créé un espace de discussion grâce à Office 365 et Teams, en créant une team spéciale, sur laquelle, nos commanditaires, hein, donc managers, chefs de projet, donc toute personne qui anime de manière fonctionnelle ou hiérarchique un collectif, puissent nous solliciter, comme finalement une boîte de commande. Une page était également, consacrée à de la veille, sur des sujets qui sont liés à l'innovation managériale, la facilitation bien évidemment ou le design thinking notamment et une page était consacrée à nos projets. Donc, cette team, elle a vraiment été conçue comme une vitrine de notre savoir-faire et on a, vraiment communiqué de manière permanente, pour pouvoir, faire valoir, ce que nous étions en capacité, de faire et d'accompagner. Pour faire vivre la communauté, c'est un des autres aspects, c'est l'animation en tant que telle, du collectif. On a instauré plusieurs rendez-vous. Alors, ce que nous avons appelé le mercredi de la tribu, c'était le jour où, qui a été, on va dire sanctuarisé. 1 fois par mois, on avait un rendez-vous de 30 à 45 minutes pour échanger sur les commandes en cours, comment se répartir les missions, donc c'est-à-dire qui prend quoi et avec qui. Des infos, métiers, donc sur le métier de facilitateur, mais aussi sur des événements externes pour savoir qui a envie d'y participer, pour rester en veille, pour benchmarker, voilà, pour monter en compétences. Donc ce rendez-vous, mensuel, on l'a effectivement sanctuarisé le mercredi parce que c'était le jour où tout le monde était présent sur site. On a également, organisé chaque année, un séminaire annuel, 1 à 2 journées, pour faire à la fois une rétrospective, de notre activité, fixer, nos objectifs et notre plan d'action pour, les 6 mois à venir ou pour l'année à venir. Poursuivre aussi notre montée en compétences et pour cela, le cabinet WorkLab nous a accompagnés pendant 3 ans. C'est à l'occasion de chaque séminaire qu'on a pu, compléter notre bagage de compétences, en nous spécialisant, soit sur,
une compétence particulière. Alors, par exemple, ça a été le cas pour, la prise de parole et le pitch, donc un exemple. Et pour cela, on a toujours procédé, par, par vote démocratique, si je puis dire, puisque chacun exprimait en fait, ce qu'il avait comme besoin et puis finalement le sujet ou, la formation qui recueillait le plus, d'avis et ben, était retenue pour ce séminaire. Donc voilà pour, l'animation, en tant que telle et ensuite, un point important que je vous partage, c'est que j'ai réalisé un reporting d'activité. Comme en fait j'évoluais dans un environnement bancaire, très axé reporting, indicateurs, KPI, tout ce que vous voulez, heu, évidemment j'ai pris le pli d'en faire autant et surtout j'ai anticipé, la demande et j'ai souhaité, presque couper l'herbe sous le pied des détracteurs. Parce que des discours, tels que «Tu te fais plaisir, avec tes post-it et tes dessins» ou «À quoi tu sers?» Et j'en passe. Voilà, dans toute organisation, le changement fait réagir, et quand on bouscule, quand on est un peu poil à gratter, on dérange et ça peut être, très inconfortable finalement pour les autres. Donc ce que j'ai vraiment souhaité, c'est que finalement ce reporting soit une façon de crédibiliser, notre action et nos actions. Donc j'ai travaillé sur Excel, ce que je déteste profondément, mais je m'y suis mise et j'ai mis en place des indicateurs de mesure. J'ai aussi lancé un questionnaire auprès, bah, des clients internes pour mesurer leur niveau de satisfaction. La communication aussi en local et notamment auprès, des autres publics entités du groupe La Poste, sont autant d'actions qui nous ont rendus légitimes, utiles, voire indispensables dans un contexte interne, où les transformations se succèdent et où le discours finalement autour du management collaboratif doit finalement se traduire en actes. Donc voilà sur cette, grosse partie, qui, du coup, a nécessité beaucoup d'investissement. C'est-à-dire qu'au-delà de produire et être dans l'action d'animer, j'ai été aussi beaucoup, entre guillemets, dans le back office pour, structurer, consolider l'animation de ce collectif et surtout produire, produire une forme de légitimité, autour de cette communauté. Alors ce que je vous propose, tac, quelques images, quelques montages, photos. D'exemples d'ateliers qu'on a animés donc dans notre espace de créativité. Donc comme vous pouvez le voir sur le visuel de droite, on s'appuyait à la fois, sur, des grandes feuilles pour pouvoir, construire nous-mêmes, nos cadres en fait d'atelier. Alors vous le voyez peut-être pas, mais sur une des pastilles, il y a, notamment le CAT, hein, ce qu'on continue, ce qu'on arrête et ce qu'on tente. Donc des exercices, des méthodes qui existent, hein, déjà. Vous voyez une grande affiche, sur, le principe du vision boat, mais on s'appuyait aussi du coup sur, notre écran numérique, sur lequel on pouvait aussi, dessiner et structurer en fait, nos ateliers. Donc voilà quelques exemples de mise en situation, mais qui, rappellent certainement ce que vous faites, aussi. Et puis, 2 exemples de photos, là finalement de notre animation, collective. Une photo, à droite, avec le management visuel donc que Tiana Castelnau nous a, enseigné voilà, pour croquer en fait, ce les ateliers ou les prises de notes sur la forme de sketchnoting, mais aussi pour, préparer des cadres, en appui de nos ateliers. Donc c'était vraiment super, super riche et au fur et à mesure en fait, qu'on a pratiqué, on s'est rendu compte que la facilitation graphique, c'était pas forcément d'ailleurs, une activité, en tant que telle, mais on l'a plutôt intégrée comme un outil au service de la facilitation. Et puis, le petit visuel de gauche, c'est, un montage photo d'un de nos derniers séminaires, où on s'est appuyé à la fois sur, des jeux de cartes. Je crois que de mémoire, il y avait le speech, beaucoup, le travail autour du post-it pour pouvoir, partager en fait, nos idées et puis bien évidemment les structurer, voilà. Donc
Vraiment, c'est des temps forts qui sont hyper importants pour le collectif et pour que finalement, on crée une vraie identité, une vraie équipe, d'autant plus qu'elle était fonctionnelle, donc j'avais pas de lien hiérarchique avec eux. Finalement, mon seul job et ma seule mission, c'était de faire en sorte qu'ils aient envie de venir, qu'ils aient envie de partager en fait, cette mission avec les autres et qu'on puisse, le traduire dans le quotidien, au travers des différents accompagnements. Voilà. Ah ben je vous présente aussi un autre visuel, très intéressant. Il s'agit en fait du bilan d'activité, que j'ai, partagé, alors sous la forme, là, en l'occurrence, d'un visuel, et qui, en fait, s'appuyait sur des indicateurs de mesure que j'avais mis en place. Alors vous ne le voyez peut-être pas forcément très bien, mais je vais vous donner quelques précisions. Par exemple, sur ce bilan 2020, j'ai axé, les indicateurs sur le nombre, de missions qui nous ont été confiées, la typologie des missions, alors, atelier, donc animation d'atelier, ça peut être, sur de la facilitation, graphique, ça peut être sur les formations, par exemple. Le profil aussi des clients internes, c'est-à-dire qui nous sollicite finalement pour faire appel à nous. Donc ça, c'est aussi, intéressant. J'avais fait un zoom particulier sur le lab parce que, sur l'année, 2019, j'avais animé un lab et en l'occurrence, j'avais, partagé quelques chiffres clés, sur ce lab. On peut aussi trouver comme indicateur la répartition entre, les ateliers qui sont en présentiel et les ateliers qu'on anime en distanciel. Voilà quelques exemples d'indicateurs, comme, sur une année précédente, j'avais aussi, mis en place un indicateur sur le taux d'occupation de notre salle de créativité, par exemple. Voilà, donc c'est juste pour vous montrer une façon, qu'on avait de partager finalement notre bilan, annuel et qu'on partageait notamment, au comité de direction locale et qu'on ensuite partageait à l'ensemble des collaborateurs. Donc voilà une idée à mettre en place pour l'animation de vos collectifs. Chapitre 6, 2020, qui marque, un tournant dans l'histoire de notre collectif. En fait, il y a plusieurs changements qui vont marquer la suite de l'aventure. D'abord, le premier, c'est, le départ de mon manager direct, donc le directeur de la transformation. Ça a été un allié, un soutien, un mentor aussi et sa mobilité interne, c'est un vrai coup de frein. D'autant que la directrice de notre site va également quitter Bordeaux quelques mois après et d'autres membres du comité de direction local vont suivre, si bien qu'en l'espace de quelques mois, c'est globalement 80 du CODIR qui est renouvelé. Donc des directeurs nouveaux arrivent, à qui il faut raconter l'histoire de notre collectif, les convaincre, et cetera et j'avoue qu'à ce moment, là de notre histoire, j'ai eu le sentiment de revenir 3 ans en arrière, avec un sacré coup de blues, je dois le dire. L'équipe de la tribu connaît aussi quelques changements. Il y a 3 départs qui se succèdent et pour la dernière, c'est un départ à la retraite, qui est difficile car il s'agit d'une collègue qui a été, un vrai pilier, de notre collectif. Ce qu'on fait, c'est qu'on décide, de relancer un recrutement pour combler les départs, donc de notre communauté. Mais on se rend vite compte, que c'est difficile finalement d'intégrer des nouveaux, car 3 ans de pratique, ça ne s'improvise pas et les budgets à l'époque ne nous permettent plus de former. Ce qui veut dire que concrètement, il faut assurer, la montée en compétences, entre nous. Et puis, la crise Covid vient nous percuter, comme pour vous, hein, nos missions en présentiel sont stoppées net. Spontanément, on réoriente nos actions vers l'accompagnement des managers qui se retrouvent du jour au lendemain à devoir manager à distance, avec des outils numériques qu'ils ne maîtrisent pas ou peu. On se lance en croisade véritablement pour assurer, des mini formations, pour les accompagner dans leurs nouvelles pratiques. C'est vraiment une super expérience, et pour laquelle on a reçu vraiment de très bons retours. Une fois de plus, on prouve notre légitimité et finalement, l'agilité qui est un terme devenu, courant dans nos éléments de langage interne, c'est vraiment, devenu une réalité pour nous. Le retour progressif en présentiel nous fait du bien. On relance quelques ateliers et finalement, bon, on s'adapte aux différentes périodes de confinement successives.
et les détracteurs d'hier reviennent à la charge, notamment sur, l'exclusivité de notre espace de créativité qui n'est plus acceptable pour la direction. On nous demande de rendre cet espace, accessible aux managers qui ont besoin d'un espace, différent, pour assurer leur réunion d'équipe. Ce qu'on fait, c'est qu'en contrepartie, on rédige un règlement interne pour garantir l'état, en fait, de cet espace et d'en conserver malgré tout la priorité. Mais j'avoue qu'à ce moment-là, la dynamique collective est quand même en berne et je fais face à de la démotivation. Moi-même, je me sens plus soutenue sur le projet, même si globalement, on reconnaît, notre professionnalisme et notamment, au siège. Là, ce que je vous partage, c'est, simplement, le dernier post que j'ai publié, depuis, mon activité puisque c'était le jour de mon départ. Donc c'était le site, de Bordeaux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, ben, c'est, finalement l'épilogue, voilà, de cette expérience. C'est que, comme pour bon nombre de Français qui ont vécu la crise covid, j'ai eu moi aussi ma phase, d'introspection et je pense que le passage de la quarantaine est passé par là aussi. Hem, il faut savoir que bon, voilà, on a souhaité avec mon conjoint nous lancer dans une mobilité, géographique et même s'il y a eu quelques tentatives de négocier une mobilité interne au sein de la banque, j'ai fini finalement par quitter, l'entreprise en septembre dernier. Par contre, j'ai vraiment, milité pour que, une continuité, du collectif soit assurée. Et j'ai argumenté pour qu'un animateur soit nommé pour me remplacer. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de temps plein, qui a été garanti, mais seulement 2 jours par semaine pour mon remplaçant. Je sais malgré tout que la tribu continue d'exercer et ça, c'est une très bonne nouvelle, pour les facilitateurs, mais aussi pour la structure. Mais ce que je regrette finalement, c'est que l'entreprise n'ait finalement pas capitalisé sur ces 4 années d'expérience. C'est une activité qui est restée finalement à l'état d'expérimentation. Il n'y a pas eu de démultiplication en France et pour moi, j'ai vécu cette expérience finalement comme un tremplin de l'intrapreneuriat, avec le recul, c'est comme ça que je le vis, vers, mon projet entrepreneurial. Voilà, parce que finalement, au travers de mon expérience, j'ai quand même construit les choses, finalement de A à Z, partie d'une feuille blanche et ça m'a beaucoup, servi pour finalement, monter ma propre structure. Donc voilà, dans les grandes lignes, mon retour d'expérience. Je sais que le temps est compté, mais je voudrais juste m'assurer, je regarde, l'heure, que j'aurai le temps de répondre à vos questions. Ce que je voudrais vous partager, c'est, quelques points de vigilance avant d'en venir, aux bonnes pratiques. C'est la question de la posture de neutralité. Quand on est facilitateur externe, cette posture de neutralité, on l'a quasiment d'office. Ça l'est beaucoup moins quand on est facilitateur interne. Mais je dois dire qu'à la tribu, on s'est fixé une règle, c'est de ne jamais accompagner un client interne, qui est issu de notre propre direction. C'était presque un principe de déontologie interne, de même que certains projets peuvent traiter de problèmes de management ou liés à des enjeux stratégiques. La confiance a toujours été une qualité clé pour collaborer avec, nos commanditaires. Donc ça, c'est cette question de la posture de neutralité, elle est vraiment très importante parce que, elle nous a vraiment, aidés pour finalement, garantir notre professionnalisme. Autre point de vigilance, c'est la fasciculation. Alors c'est peut-être un terme que vous connaissez. Sur cette question de la confiance, il faut forcément qu'elle soit réciproque dans la relation facilitateur-commanditaire. Et attention au risque de manipulation. Cadrer la demande, c'est vraiment une étape précieuse, comme d'ailleurs dans la pratique de la facilitation lorsque vous êtes, externe. Mais, effectivement, si on voit que le risque est avéré, il faut assumer sa posture. Je l'ai vécu moi-même, alors pas souvent, mais en tout cas une fois et j'ai refusé en fait une mission pour laquelle le résultat avait été décidé d'avance par le manager. C'est, très important parce qu'il en va de votre crédibilité et finalement de votre alignement, vis-à-vis du métier que vous représentez. Et le suivi des actions, je pense que là aussi c'est un point de vigilance et c'est même un point de progrès que j'avais identifié.
pour notre communauté, c'est de pouvoir suivre les actions qui sont engagées par les participants. C'est peut-être moins évident quand on est facilitateur, externe, mais finalement quand on est en interne, on a cette grande chance de pouvoir, accompagner, en tout cas de pouvoir vivre en fait, l'évolution des projets et c'est de revenir vers le collectif à 1 mois, à 3 mois, à 6 mois pour faire un point et relancer une action, un accompagnement si c'est nécessaire. Donc voilà mes 3 points de vigilance que j'ai souhaité vous partager et voilà les bonnes pratiques. Alors, une fois de plus, moi, je les ai considérées comme des règles de bon sens. C'est pas forcément une recette miracle, mais malgré tout, je pense qu'il y a des actions qui, voilà, qui peuvent être prises. La première chose, c'est la question du sponsoring. En l'occurrence, moi, j'avais, grosso modo, quelques sponsors, dont mon manager et ma directrice locale, mais globalement, ça ne suffit pas. Ce que je retiens de mon expérience, c'est qu'il faut chercher le maximum d'alliés. Si vous partez comme moi d'une feuille blanche, il faut rallier à la fois, des gens qui sont décideurs, mais aussi des gens qui sont influenceurs dans l'organisation. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est d'identifier les bons profils pour rejoindre votre collectif. Tenir compte des contraintes métiers, des contraintes opérationnelles, identifier les bons profils, c'est-à-dire quelqu'un qui a une appétence pour l'animation ou une compétence transverse, ça vous permet de garantir finalement la pérennité du collectif. Troisième bonne pratique, c'est la formalisation. Moi, j'ai une devise, c'est que les paroles, ce ne sont que des paroles. Par contre, les écrits, ça reste. Surtout quand on travaille dans une grande organisation, dans une grande entreprise où les mobilités sont fréquentes. Donc, le manager d'aujourd'hui ne sera pas forcément votre manager de demain. Donc, c'est important de formaliser, à la fois les missions, la question du détachement, comme je vous l'ai précisé, et aussi de formaliser les accompagnements. D'ailleurs, comme, on le fait et comme je le fais aujourd'hui, en tant que prestataire externe, c'est important de cadrer la demande et de formaliser l'accompagnement, le bilan et cetera. Autre chose, tac, je passe vite, c'est mesurer l'action. À l'issue de chaque projet, que ce soit, mesurer l'action, par les participants, comme dans tout atelier de facilitation, hein, avec le rôti par exemple, mais aussi par le commanditaire et de manière globale sur une année. Donc, comme je vous l'ai présenté, le bilan d'activité. Il s'agit vraiment quelque part de prouver l'utilité d'une telle communauté et du coup, ben, la participation, à la performance, collective de l'entreprise. Les moyens, il faut négocier des moyens. Je veux bien croire que le métier de facilitateur s'appuie sur de la créativité, mais il y a quand même un minimum pour exercer son métier dans de bonnes conditions, respectables, comme n'importe quel autre métier. Il faut un budget, ne serait-ce que pour acheter des feutres, Neuland Posca, des post-it en quantité ou des jeux collaboratifs. Ce n'est pas un luxe, c'est vraiment une nécessité pour bien pratiquer. Communiquer, communiquer, communiquer. C'est certainement mon ADN de communicante qui parle, mais il est vrai qu'il faut maîtriser le discours, communiquer par la preuve, faire sa promotion pour gagner des alliés, comme je vous l'ai dit, pour, désacraliser, le concept d'intelligence collective. Il faut jouer le ou la VRP. Et enfin, c'est très important, c'est l'accompagnement externe. C'est un vrai soutien pour poursuivre la montée en compétences des équipes, pour prendre du recul, pour gagner aussi en crédibilité, parce que ça peut être un vrai allié aussi pour, tenir un discours. Parce que ce qui est dit par un professionnel externe a parfois plus de poids que si, les propos viennent de nous. Je ne le dis pas parce qu'aujourd'hui je suis passée de l'autre côté, mais très sincèrement, un prestataire externe, un partenaire, a vraiment toute sa place auprès d'un collectif pour, une fois de plus, accompagner cette communauté à grandir. Donc voilà ce que je voulais, vous partager de mon expérience. Je m'arrête là parce que je voudrais vraiment qu'on ait encore un peu de temps pour les questions. Hop, les questions et je vais forcément, jeter un petit coup dans les commentaires. Il me reste 10 minutes. Merci à mon collègue qui suit. Bonjour Nathalie, je suis actuellement en train d'essayer de développer cette fonction en interne. Serait-il possible d'échanger individuellement avec vous sur le sujet prochainement? Oui, bien sûr Elisa, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On peut se rappeler.
Chapitre 4. Comment avez-vous organisé la communication sur votre offre de service? C'est Jessica qui, pose la question. L'offre de service, en fait, on a eu ce gros coup de projecteur qui a été, l'inauguration de notre salle de créativité. Donc on a communiqué, verbalement et ensuite on l'a traduit sous la forme d'un flyer, qui expliquait donc le métier de facilitateur, du coup qui était notre collectif, donc avec notre trombine et les 3 activités autour, de la mission. Donc ce support, on l'a mis à disposition, on l'a distribué, notamment lors d'une communauté managériale où tous les managers étaient conviés, donc c'était l'occasion d'avoir finalement notre public de clients internes. Et puis on a communiqué aussi sur, nos Teams, internes, et sur tous les canaux de communication, internes. Jessica toujours, avez-vous les sollicitations s'amplifier suite à votre communication et comment avez-vous géré l'afflux? C'est une très bonne question. On avait aussi cette crainte de ne pas pouvoir assumer effectivement toutes les missions, parce que moi, à temps plein, mes collègues seulement détachés 2 jours par mois, c'est bien, mais ça fait pas tout. On a eu une période où c'était très compliqué et on a dû, refuser. Voilà. On a fait des choix stratégiques, c'est-à-dire que, sur des, problématiques, où il y avait un vrai enjeu, humain, donc management, on a souhaité, accompagner. Quand il s'agissait de notre comité de direction qui nous sollicitait sur un projet stratégique, bien évidemment, on accompagnait. Donc on a fait des choix, voilà. Donc on n'a pas toujours pu, accompagner tout le monde. Pauline qui demande: «Quels sponsors ont appuyé le projet? Quels ont été ceux recherchés et finalement ceux qui ont été, positifs?» Les sponsors qui ont appuyé le projet, donc mon directeur de la transformation, forcément, c'était, la personne ad hoc pour, travailler ce sujet-là. Ma directrice, donc la directrice du comité de direction, local. Mon animatrice fonctionnelle des labs, donc la personne du siège, qui était, finalement qui avait en charge, l'innovation par les labs, qui a été aussi un appui, parisien, et donc national pour moi. Hem, je le dis aussi, très important, ça n'a pas forcément été le cas, mais avec mon retour d'expérience, je me dis que c'était aussi une personne très importante, c'est le DRH. Le DRH, il va vous aider, déjà à trouver, la façon de pouvoir, gérer en fait un collectif, une fonctionnalité, vous aider dans la création du poste et c'est un allié au quotidien. Donc le DRH n'est pas à négliger. Et puis les managers en tant que tels, vous pouvez avoir des managers qui ont une vraie appétence, qui sont déjà hyper engagés dans le management collaboratif et du coup, pour vous, ce sont finalement des VRP que vous pouvez déployer pour faire valoir tout l'intérêt de votre mission. Quel est le mécanisme d'activation d'un facilitateur? Pourquoi une équipe ferait appel à vous pour, un atelier? Alors le mécanisme d'activation, c'est quand on a un sujet, un problème, en interne au sein d'un collectif. On a un problème parce qu'on voudrait trouver des idées et qu'on ne sait pas par où commencer. On a essayé du brainstorming, on a fait quelques trucs en post-it, mais finalement on n'a pas la méthode. Hem et donc, on fait appel à nous via, moi directement, les gens m'avaient identifié via notre team. Et ce qu'on a fait au démarrage, je dois aussi le préciser, c'est que c'est nous qui sommes allés chercher le client. C'est nous qui sommes allés chercher les projets, c'est-à-dire qu'on avait, connaissance de tel et tel projet et puis finalement, on est allé dans les comités, dans les comités de, je trouve plus le mot. Les comités de projet, voilà. Et donc on est allé au-devant, surtout au démarrage, pour se faire connaître. Donc c'est nous qui avions une démarche proactive et les retours étaient, positifs parce que du coup les feedbacks, positifs ont fait que le bouche à oreille en interne a très bien fonctionné. Quid de l'overlap avec des métiers type design? Je pense aux animations, d'ateliers. Pauline qui pose cette question. On a fait, beaucoup de choses effectivement, autour du design thinking, mais principalement moi, parce que je me suis formée, pas le collectif. Voilà ce que je peux en dire et on a, conçu avec l'expérience, je peux quand même vous dire qu'on a conçu parfois,
des déroulés d'ateliers sur mesure. C'est-à-dire qu'on concevait nous-mêmes en fait les templates, le cadrage en fait, en s'appuyant bien évidemment sur des méthodes, mais on a parfois créé aussi des choses sur mesure. Les indicateurs de reporting, donc la nature des projets, le profil des sponsors, qu'est-ce qu'on avait ça je vous l'ai dit, le taux d'occupation de notre salle de créativité, le questionnaire de satisfaction, qui nous a beaucoup aidé. Quelques questions, hein, de mémoire que je peux vous citer. Donc, j'avais identifié tous les clients internes qui avaient fait appel à nous sur l'année et je leur avais adressé à eux un questionnaire de satisfaction. C'était, avez-vous été satisfait globalement de l'accompagnement des facilitateurs? Est-ce que vous allez refaire appel à eux? Est-ce que vous allez pouvoir les recommander? Donc le taux de recommandation, très important. Est-ce que la solution a été mise en place? Si oui, dans quel délai? Avec quel résultat? Voilà, ce type de questions qui peuvent être posées et qui peuvent être aussi affinées en fonction de la typologie de votre structure. Comment avez-vous partagé, sur vos pratiques les outils pour monter en compétences? Comment avez-vous partagé sur vos pratiques? Nos rendez-vous, nos mercredis en fait, mensuels nous ont aidés en fait et ce que je dois vous préciser aussi, c'est que, on a, toujours quasiment, animé les ateliers en binôme, voire en trinôme. C'est-à-dire qu'au démarrage, il y avait un binôme qui animait un atelier, même si c'était un atelier d'une demi-journée et il y avait un troisième facilitateur qui était là en observateur, pour voir comment on pratiquait et on faisait nos feedbacks. Et cette question du binôme, on l'avait surtout mis en place au démarrage et finalement on l'a conservé et c'était très bien parce que du coup, on s'aidait quand quelqu'un avait, une difficulté par rapport, à des gens qui sont un peu perturbateurs dans un atelier et qu'on n'arrivait pas à gérer, hop, l'autre prenait le relais. Donc la question du binôme est vraiment super intéressante et permet justement cette montée en compétences, en travaillant le feedback, entre nous. Tac, 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 impressionnant votre ex. Savez-vous si la vidéo du replay sera disponible? Oui, je pense qu'elle sera disponible. En tout cas, je suis d'accord pour la diffuser, donc il y a pas de souci. Cela mérite un visionnage en plusieurs temps. Je suppose que la crise sanitaire a été un accélérateur d'expression de besoins en facilitation. Comment la tribu s'est-elle adaptée? Eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on a réorienté en fait notre offre de service sur le management collaboratif pour aider notamment les managers à appréhender cette question du management à distance avec des outils, maintenir le lien avec son équipe, retrouver un collectif en présentiel, notamment au travers d'exercices qu'on leur a proposés et qu'on leur a mis en main, c'est-à-dire vidage de sac quand on revient sur site après 3 mois de confinement, comment on gère en fait les émotions de son équipe par rapport à des gens qui ont peut-être vécu un décès, qui ont été en difficulté par rapport à la garde de leurs enfants, qui sont peut-être aussi en stress de revenir sur site parce qu'ils prennent les transports publics, etc. Donc, on a beaucoup aidé le manager dans son management, dans ses pratiques, pour faire en sorte que la facilitation, s'inscrive dans son management. Donc ça, avec le covid, on a quelque part réorienté, en fait, notre pratique. Merci, merci pour, le bravo, le j'adore. Quel est le pourcentage de budget accordé à la formation de la tribu? Pauline qui pose cette question. Alors de mémoire, on avait, je crois, 4 à 5 000 € par an pour, pouvoir assurer la formation des 10 facilitateurs et je peux vous le dire parce que j'ai pas voilà, il y a pas de confidentialité, mais j'avais, moi-même un budget de 5 000 € pour, assurer, le courant, c'est-à-dire la fourniture, les équipements, et cetera. Donc ce qui était quand même alors pour certains, ça peut paraître juste, dérisoire, mais en tout cas pour nous, c'était hyper important parce qu'on a pu s'acheter des livres, on a pu s'acheter des jeux collaboratifs, avoir du matériel de bonne qualité, du papier, des post-it, des stylos et tout ce que vous voulez. Bref, 5 000 €, c'était vraiment super. Hem Quelle vision avec le middle management? Effectivement, donc quelle vision avec le middle management par rapport à votre offre de service?
contrôle, peur de l'incompétence? C'est une très bonne question, merci Baptiste de la poser. Je peux vous dire que, le middle management, donc les managers opérationnels étaient beaucoup plus réceptifs, que finalement les managers de direction. Parce qu'ils étaient en demande, parce qu'ils ils avaient de vrais besoins et que quand on a tenu un discours, de simplicité, d'accessibilité, qu'on était là en soutien et en accompagnement, les choses se sont très bien passées et on a eu vraiment de très bons ateliers avec des managers, qui, au départ étaient un peu dans l'inconfort en se demandant, «Je ne sais pas faire donc du coup je demande à un facilitateur de m'aider». Mais au final, quand, au bout du bout, l'équipe, est engagée, elle a retrouvé du plaisir au travail, l'équipe a réussi à trouver des solutions à la problématique et que le manager, il est là, mais on le porte aussi pour que, ben, il retrouve sa place de manager à l'issue et qu'il prenne, finalement, le livrable pour lui et qu'il s'engage à le réaliser avec son équipe, ben, c'est banco pour lui. Il a tout à y gagner. Donc, c'est à tenir un discours, de simplicité, de se mettre au service des autres, de ne pas prendre à la place du manager, mais de l'aider, et de le faire, voilà, avec plaisir avec lui et en confiance. Donc ça s'est vraiment très bien passé. Oui, il y aura un replay sur les questions. Restons en contact, il y a pas de souci, Franck, si tu veux qu'on en reparle. J'ai laissé mes coordonnées et juste pour la petite histoire, c'est un peu de la pub, mais en même temps, je vous le dis, par rapport à cette expérience, je sais que j'ai eu beaucoup de demandes quand j'ai quitté, l'entreprise, pour, partager cette expérience telle que je l'ai fait aujourd'hui et sachez, juste que, je prépare des petits podcasts, des petites vidéos qui vont reprendre, mais de manière plus détaillée, en fait, les différentes étapes des sujets qui sont, effectivement en lien avec les questions que vous me posez. Et c'est vraiment quelque chose que je tiens à faire, qui sera libre d'accès, voilà, pour que, ben, des facilitateurs, dans des structures ou même des facilitateurs externes qui souhaitent accompagner, des collectifs puissent, ben, se nourrir aussi de mon expérience. Est-ce que je peux vous en dire plus, sur, le lab? Oui, mais je pense que le temps ne nous permet pas, mais si tu veux, Jessica, on peut s'en reparler, voilà, toutes les 2, il y a pas de souci. Grosso modo, le principe du lab, c'est le principe du design thinking, sauf qu'on a un temps dédié. On a un cadrage sur des sujets qui sont acceptables et d'autres qui sont hors sujet, qu'on ne traitera pas mais après je pourrais rentrer dans le détail sur la méthode. Ta 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 ta, merci pour le Rex, pas de souci, ça me fait plaisir. J'aimerais mettre en place la félicitation au sein de mon entreprise, grande administration et je m'y retrouve dans votre organisation. Je suis coach et je voudrais aussi déployer du coaching. Je reviendrai vers vous sûrement, aussi. Pas de souci, on peut s'en parler. Quelque part, la facilitation, c'est une forme de coaching collectif, même si voilà, je ne suis pas du tout coach, hein, je ne suis pas certifiée, mais effectivement, il y a une forme d'accompagnement, pour les collectifs, donc pas de souci pour s'en reparler. Donc n'hésitez pas, à me faire signe. Vous avez mes coordonnées sur le slide, c'est contact@apic-du6 collaboration.fr si vous ne le voyez pas bien sur le slide. Et effectivement, je pourrais même peut-être, pour ceux que ça intéresse, qui sont en administration, vous partager aussi, des contacts dans d'autres, administrations publiques qui ont déjà mis en place ce principe. Voilà ce que je peux globalement, retenir des questions. Merci pour le témoignage, super. Bah, je suis ravie que voilà, vous puissiez vous en inspirer. En tout cas, c'était vraiment le principe de ce Rex. C'était: je partage mon histoire. Je sais qu'il y a des choses, sur lesquelles il faut être vigilant, d'autres, qui sont vraiment, voilà, des bonnes pratiques qu'on peut, largement partager et puis, la mécanique globalement, ben, elle est là. Voilà, voilà. Temps écoulé, donc je vous remercie et je vous souhaite très bonne continuation sur cette journée de la facilitation. Merci aux organisateurs et à très bientôt.